Inter, le 18-20. Bonsoir, 1er janvier 2002, la monnaie unique fait son apparition dans le portefeuille des Français, des Européens. 15 ans, ce n'est pas encore l'âge de raison, mais la période où l'on peut déjà tirer un bilan. Bilan positif pour les Français, puisque selon un dernier sondage publié à l'automne, ils sont 68% à soutenir la monnaie unique. Soutien également massif chez les Allemands, 85%. Pour autant, l'euro est-elle une monnaie définitivement acquise? Si les populations des deux principales économies de la zone euro adhèrent toujours au projet, si globalement les Européens croient encore dans ses vertus, pour certains, l'euro n'a pas tenu ses promesses car il a contribué à creuser les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud. Certains partis, dont le Front National en France, inscrivent ouvertement la sortie de l'euro dans leur programme. Alors question ce soir, que faut-il retenir de ces 15 années? Quel bilan pour les Européens, leur portefeuille? Faut-il s'arrêter? Faut-il continuer? J'attends vos questions au 01 45 24 7000. Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Leneuf. Et au 01 45 24 7000, on retrouve Monique qui nous appelle du Vaucluse. Bonsoir Monique, on vous écoute. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. D'abord, moi, je suis plutôt pour qu'on reste dans l'euro, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait une monnaie unique dans l'Europe. Par contre, la question que je me pose, moi, j'ai l'impression que ce que je payais avant en France, je le paye maintenant en euros. C'est-à-dire, je prends 3 exemples, hein, le pain, une voiture, une visite chez le médecin. Moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, les prix ont été en gros multipliés par 7. Mon salaire ne l'a pas été, puis ça me paraîtrait pas normal qu'il le soit en l'occurrence. Donc, je me posais la question de savoir s'il y avait eu des comparatifs. Et je me posais la question si dans les autres pays, si par exemple en France, il y a effectivement eu cette augmentation, ce qu'il en est dans les autres pays de l'Europe. Merci Monique. Pour répondre à vos questions ce soir autour de la table, Madi Delvaux, bonsoir madame. Bonsoir. Du groupe de l'Alliance progressiste et socialiste et démocrate, ici au Parlement européen. Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir monsieur. Du groupe Europe des Nations et des Libertés et Enrique Calvé-Chambon, bonsoir. Bonsoir. Espagnol du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Monique nous parle du ressenti au niveau du portefeuille. Madi Delvaux, est-ce qu'il y a effectivement une différence entre ce ressenti en termes de pouvoir d'achat, ce que l'on avait avant dans le franc, au Luxembourg aussi, est-ce qu'on a la même chose dans les autres pays européens? Est-ce qu'on a ce même ressenti? Moi, je dirais que les gens ont eu effectivement l'impression que l'euro a renchéri et a renchéri le coût et a diminué leur pouvoir d'achat, mais à part peut-être un ajustement un peu trop favorable aux commerçants, moi je dis que non, que de toute façon on a une inflation qui a été maintenue dans des limites. Et l'autre question, c'est comment ont évolué les salaires. Ça, c'est peut-être une question qu'on devrait poser aux patrons. Mais en gros, on ne peut pas dire que l'euro a renchéri le coût de la vie. Bernard Monod, l'économiste, oui. Est-ce qu'il y a eu effectivement qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat aujourd'hui avec l'euro depuis 15 ans? Absolument, c'est pour ça que je suis étonné que Monique tienne à rester dans l'euro, puisque justement, elle répond elle-même à son questionnement. En fait, l'inflation, parce qu'on parle de l'inflation des prix depuis l'entrée dans l'euro, c'est un petit peu comme la température. Il y a l'inflation officielle et l'inflation ressentie. En réalité, Madame l'a dit, il y a eu au moins 600 ou 700% d'augmentation depuis... Sur quelles études 15 à 18%. Vous basez pour dire qu'il y a eu 700% d'augmentation? La réalité de la vie. Madame Monique a répondu tout à fait justement. On est passé de 1 à 6 ou 7. Prenez le prix d'une baguette par exemple. On était à peu près à 2,70 francs à l'époque en 2001. On est aujourd'hui au moins à 6,50 si ce n'est pas 7 francs d'équivalent. Donc on est au moins à 100 ou 120% d'augmentation. Le cas des salaires n'a pas suivi la même évolution, puisqu'il y a eu une indexation des salaires qui n'a pas suivi l'indexation des prix. Monsieur Calvé-Chambon, est-ce qu'en Espagne, il y a eu le même ressenti? Est-ce qu'on a la même chose en termes de pouvoir d'achat? Non, il n'y a pas ce ressenti que ce soit l'euro qui soit coupable de l'inflation, parce que peut-être sur un pays qui a été trop longtemps habitué à une inflation assez élevée, assez galopante. Il y a ce qu'on appelle techniquement chez les économistes, il y a eu un effet, disons step, un effet
marche. Un effet marche au début, en effet, à cause des arrondissements, à cause de peut-être certains abus, etc. Donc, pouf, les prix, dans l'Indie générale, les prix à monter. Mais ça c'est arrivé il y a donc 15 ans. À partir de là, les prix qui ont augmenté, il y a deux époques, parce qu'il y a une époque où ils n'ont pas augmenté du tout, mais les prix dans la première époque où ça marchait bien ont augmenté à cause de l'inflation. Et alors, moi, heureusement, je suis dans un pays où les prix n'ont pas augmenté à 700% ni à 600%. Parce que s'ils avaient monté à 700%, à 600%, nous serions le Burkina Faso en train de recueillir des vers et des patates et de voler les patates du voyage. Non, on a eu une situation normale. Une autre chose, c'est comparer avec les salaires. Alors moi, je recommande quand même à la dame de rester dans l'euro parce que il crée des problèmes. Nous en reparlerons sans doute, mais il ne faut pas lui faire tomber sur son dos tout ce qui est pas. Il n'est pas responsable de l'inflation. Bernard Monod, et on retournera au standard. Si je donne cette évolution aussi importante, c'est que l'inflation officielle qui est calculée ne tient pas compte de l'inflation monétaire, c'est-à-dire les bulles immobilières, les bulles financières, boursières, qui bien évidemment statistiquement ne sont pas pris en compte. Or, on voit bien que les gens ne peuvent plus se loger dans les centres-villes, dans les villes, qui sont obligés de sortir pour acquérir leurs biens immobiliers, que ce soit appartements, maisons, etc. On voit bien que c'est une éviction et ça n'a rien à voir avec l'euro. Du coût de la vie. Ça n'a rien à voir avec l'euro. Au contraire, quand vous ne prenez pas en compte l'inflation monétaire, c'est-à-dire les bulles immobilières et les bulles financières et boursières, bien entendu que ça a un impact direct sur la vie des gens, sur le coût de la vie. Non, mais je suis très étonnée de donner la faute des bulles immobilières à l'euro. C'est un comportement spéculatif et c'est de l'irresponsabilité des investisseurs et de certains gouvernements qui ne sont pas... C'est pas ce que je veux dire. Mais si, vous avez dit... C'est que les instituts de sondage et les instituts de statistiques ne tiennent pas compte de l'inflation monétaire. Non, mais vous êtes parti du prix de la baguette... Depuis plus de 15 ou 20 ans. Alors, je suis désolée, vous êtes parti du prix de la baguette et ensuite vous avez dit que les gens n'arrivent plus à se loger dans les villes. Je ne vois pas le rapport. Je suis désolée, mais on constate dans certaines agglomérations, on constate effectivement qu'il y a une très haute spéculation sur les valeurs immobilières et que c'est un souci que nous devons avoir, mais que nous ne pouvons pas attribuer à l'euro. Et donc l'inflation des prix. Au standard, Didier nous appelle de Franche-Comté. Bonsoir Didier, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bon, merci de prendre ma parole. Moi, je voulais juste répondre à la question qui était posée à l'annonce de l'émission, c'est-à-dire stop ou encore. Bon, je dis volontiers encore. Parce que quand il y a quelques années de ça, on annonçait l'écu puis ensuite l'euro, j'ai dit ouais, ça va être super. On va plus avoir à se poser de questions pour changer de la monnaie en passant les différentes frontières de l'Europe à l'époque. Et bon, je voyage un peu, donc je trouvais ça pratique. Et puis tout de suite, je me suis dit, mais on va pouvoir effectivement vérifier les prix des marchandises, enfin des biens et des services maintenant avec le recul, de façon plus pratique. Je voyais ça comme le dollar aux États-Unis. C'est une fédération, dans tous les États, le dollar y est. Et la question que je me pose quand même maintenant, c'est est-ce que l'euro a vraiment la même valeur dans toute l'Union européenne, au niveau de la valeur marchande, quoi. Merci Didier. L'euro, la même valeur dans tous les pays de l'Union. Monsieur Calvé-Chambon. C'est-à-dire l'euro, c'est un instrument de paiement, un actif financier et un instrument de réserve. Mais c'est simplement un instrument, c'est-à-dire il n'a pas de valeur en soi. Ils servent à acheter des choses ou à faire des placements ou à investir. Donc ça va dépendre des prix dans chaque pays, ça va dépendre de ce que l'on veut acheter, etc. Il faudra plus d'euros dans un pays que dans l'autre pour acheter certaines choses, moins, ou pour les relations extérieures. En soi, il n'a pas de valeur. Alors, ça va dépendre des gestions monétaires et de l'Europe, qui hélas n'en a pas assez, et des pays, de ce façon à ce qu'une personne avec une quantité d'euros puisse acheter la même chose que dans un autre pays. Et ça ne dépend pas de l'unité de mesure qui est l'euro. Si on devait en plus de ça payer un taux de change et ce qu'on appelle des prix de transaction, ce serait encore plus différent d'un pays à l'autre ce que vous pourriez acheter avec votre monnaie. Bernard Monod. Oui, enfin moi ça m'amuse parce que quand vous prenez l'Eurostar que vous allez au Royaume-Uni,
Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on n'est pas dans la zone euro. Non, on est bien d'accord. Et ça on sort de la zone ça euro. leur réussit plutôt bien. Mais en tout cas, vous avez de l'sterling et ça pose. Enfin, c'est pas la catastrophe. Bien. Au-delà de ça, il y a un indice qui est très rigolo qui s'appelle l'indice Big Mac. Et quand vous achetez un Big Mac à Athènes ou à Francfort, bien évidemment, le prix n'est pas du tout le même. Et c'est la même chose en France, hélas. Voilà, donc il y a une eurodivergence de la valeur de l'euro partout dans les 19 pays de la zone euro. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi l'austérité que subissent malheureusement les Grecs, par exemple, qui subissent la politique d'austérité et d'euro-austérité des institutions européennes. Juste pour rappeler quelque chose, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, vous avez des centaines de milliers de salariés grecs qui sont payés en coupons alimentaires, en billets en tickets de rationnement sur leur salaire. Voilà où a mené cette politique à cause de l'euro. Monsieur Calvet-Chambon. Dire, une hamburger, le Big Mac c'est le meilleur des indices de prix relatifs. Une hamburger à Alabama vaut 10 fois moins qu'au New Hampshire. Ça n'a rien à voir avec le dollar. Rien à voir avec le dollar. Le dollar permet de compter précisément cette réalité. Mais ça a à voir avec d'autres facteurs. Madame. Non, mais je voudrais dire que l'euro ne permet pas de mesurer le niveau de vie des différents États membres. Que, effectivement, pour se loger, il est plus cher je dirais, à Luxembourg, pour prendre l'exemple de mon pays, que de se loger en Grèce. Mais les salaires aussi sont différents et donc je pense qu'il ne faut pas confondre la valeur, la monnaie et le niveau de vie. Maintenant, on peut regretter qu'il y ait de grandes divergences de niveau de vie entre les États membres, ce que je regrette. Alors justement, ceux qui s'opposent à l'euro disent que ça a creusé énormément les inégalités en Europe aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plutôt les politiques qui sont menées qui ont creusé énormément les divergences et les différences entre les États membres. Et on peut aussi regretter que cette attente que l'euro crée plus de convergence n'a pas été remplie, mais ça montre bien que l'euro est un instrument, que ça ne remplace pas une politique de solidarité entre les États membres. Et on voit que la convergence ne se fait pas tout seul, qu'il faut une forte volonté politique pour y arriver. Bernard Monod. Non, ça me fait rigoler d'entendre tout ça. En fait, ce qui a creusé, l'euro a surtout creusé les déficits et les dettes. Pour parler que de la France, Madame, voilà, voilà, hein, pour parler que de la France, ça a coûté 72 milliards d'euros déjà depuis 2010 de sauver l'euro monnaie unique, plus en France toujours une caution financière de 455 milliards supplémentaires pour financer vos mécanismes européens de stabilité, les fonds européens de stabilité, etc., qui existent depuis 5 ou 6 ans maintenant. Voilà où nous en sommes. Donc tout ça est la conséquence de cette politique monétaire qui est une folie. Madine Delvaux. Bon, et après on ira au standard. Je voudrais dire que ce n'est pas la faute de l'euro, mais que effectivement, puisque nous avons une crise financière, que nous sommes dans une Union européenne qui n'est pas parfaite, il a fallu sauver l'euro, dirons-nous. Mais c'est la suite de politiques qui n'ont pas été très cohérentes et c'est aussi la suite d'un endettement des États membres qui est au-delà de leur engagement, ce qui était d'ailleurs aussi le cas pour la France. L'euro qui devait soi-disant nous protéger. Monsieur Calvet-Chambon. Que l'euro nous protège des mauvaises politiques, c'est trop demander à une monnaie. C'est-à-dire, je suis plutôt d'accord là avec ma collègue du Luxembourg, c'est-à-dire on a fait pas mal de bévues en politique économique et qui auraient été sans doute les mêmes avec d'autres monnaies. C'est-à-dire, il y a eu des mais non, de dire que l'existence de l'euro a été celle qui a causé les inégalités. Non, ce sont les très mauvaises qui existent. C'est une dynamique inégalitaire. Je fais une campagne dans mon groupe Aldé contre elle et ça va marcher. Et il faut stopper ça. Et l'OCDE l'a dit. Mais c'est pas la faute de l'euro. Ce sont de mauvaises politiques qui se sont appliquées. Ensuite, que ce soit pour comme a dit Monsieur Monod, comme le prix Nobel de mon époque de jeunesse, qui était Loaf, Monod et Jacob. Je me souviens encore des 3 Français. Là, alors, comme a dit M. Monod, non, parce que il y a eu un problème à cause de très mauvaises politiques antérieures, à la bonne où l'euro, personne ne s'en plaignait parce que ça allait bien. Nous sommes dans certains pays, là je parle du mien, endettés hors la raison. Alors l'austérité, ça veut dire qu'on doit rendre l'argent à un moment donné. C'est pas la faute de l'euro non plus.
Par contre, et là je dirais, on aurait dû tenir en compte qu'il était en construction, il est toujours en construction. Je vous parlerai de l'euro, comme disent les Chinois, de la Révolution française, quand il y aura une certaine perspective, c'est trop tôt. Alors quand on aura fini de faire l'euro, il faudra voir. Mais en pleine construction, ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris des politiques en un seul sens. Contrairement à ce qu'avait fait Delors, il fait un marché unique et en même temps il dit... Il va y avoir des transitions, comme il va y avoir des déséquilibres, tout le monde ne peut pas. Je vais faire une politique de cohérence régionale. Là, il fallait en même temps que faire cette austérité, si vous voulez l'appeler, enfin, ce rationalisation d'utilisation de monnaie unique, il fallait voir les conséquences sociales et prendre des politiques anti-inégalitaires dès le début. Il manquait un accompagnement d'Europe. Ça, je le reconnais. Maintenant, dire que c'est l'euro qui a eu la faute des bêtises qui se sont été faites par les gouvernements, par le système financier des prédateurs, non, c'est pas l'euro. L'euro, au contraire, je crois que beaucoup de pays, je finis là, excusez-moi, je crois que beaucoup de pays auraient pris bien plus froid s'ils n'avaient pas été dans l'euro avec cette fantastique crise financière que nous avons eue. Au standard 01 45 24 7000, nous avons Hervé qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir Hervé, on vous écoute. Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. J'avais une question, j'aimerais savoir quels sont les leviers aujourd'hui existants pour pouvoir influer sur l'euro, pour avoir un euro plus fort que ce qu'il est, face à un dollar qui, effectivement, nous a pas mal rattrapé, et surtout face à la conjoncture aux portes du Brexit, avec un président américain qui va, semble-t-il, essayer de fermer ses frontières et de travailler en cycle fermé. Est-il possible de pouvoir faire travailler un euro fort, et serait-il possible de négocier avec les pays du Golfe les barils de pétrole en euros et non plus en dollars? Voilà. Merci Hervé pour votre question. Les leviers concernant l'euro, ils existent ou pas? Bernard Monod, vous allez nous dire que non. Bien sûr que non. Enfin, je veux dire, l'euro ne peut pas faire de la magie. Le gros problème de ça, si vous voulez, c'est que c'est un facteur d'aggravation de la concurrence internationale, de soumission d'ailleurs au dollar, en voulant nous affranchir du dollar. Au contraire. Sur quoi vous basez pour dire l'euro est aujourd'hui un instrument de soumission au dollar? La meilleure preuve, c'est qu'il a été créé pour justement contrebalancer le dollar, et en fait, ça n'a fait qu'aggraver la situation économique du chômage et de la désindustrialisation dans la zone euro, alors que pendant ce temps-là, vous avez le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Chine, qui eux caracolent en tête des grandes puissances économiques mondiales. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous leur monnaie nationale, que ce soit les États-Unis avec le dollar, la livre sterling, le Japon le yen, la Chine le yuan. Mais pourquoi ne pas considérer que l'euro est une monnaie nationale finalement? C'est une monnaie européenne, c'est aussi une monnaie. Ça peut être une monnaie nationale aussi. Parce que monsieur, ce sont bien 19 nations qui composent la zone euro. C'est pas une seule et même nation. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que l'euro c'est une monnaie européenne, donc une monnaie d'une nationalité entre parenthèses européenne? Mais non. Ne pas avoir le prisme ultranational. Mais parce que ça fait 15 ans, 18 ans qu'on entend ce discours-là, et que au bilan de 15 ans, on est arrivé à l'inverse de ce qu'on nous avait annoncé, c'est-à-dire la prospérité, le plein emploi, et aujourd'hui c'est exactement l'inverse. Une monnaie, une nation. Toutes les grandes puissances économiques mondiales ont leur monnaie nationale. Les États-Unis, c'est 50 États fédéraux, mais c'est une seule et même nation et monnaie nationale. Madi Delvaux. Le point de voir la force de l'euro, c'est, je dirais, quand même un des succès de l'introduction de l'euro, puisqu'il a été introduit pour contrecarrer la puissance du dollar, et aujourd'hui, l'euro est reconnu mondialement. C'est la deuxième monnaie mondiale pour les transactions, donc je dirais que cet objectif-là a été atteint. Maintenant, nous sommes dans une période difficile, et je pense au contraire qu'il faudra justement avoir plus de sens de l'Union européenne et tenir ensemble. Moi qui viens d'un petit pays, je dis toujours, nous savons que nous sommes petits, mais chaque État européen de l'Union européenne pris isolément est petit par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et donc, je dirais qu'ensemble, nous sommes plus forts que si chaque monnaie nationale doit se défendre sur le marché, ce qui a conduit dans le passé, avant l'introduction de l'euro, à bien des dévaluations et à bien des catastrophes financières également. Gilbert, vous vouliez intervenir aussi au standard sur la valeur de la monnaie? Bien, nous n'aurons pas Gilbert au téléphone. Alors Stéphane intervient dans le Gers. Bonsoir Stéphane, on vous écoute.
Non, nous n'avons pas Stéphane. Alors, des questions sur Internet, il y en a de nombreuses ce matin. Et cette question à l'instant, il y a 15 ans, 1 euro était égal à 6,50 € environ. Si l'euro était supprimé et que nous revenions au franc, combien aurions-nous pour 1 euro? Ça, c'est une question extrêmement concrète d'un auditeur sur Internet. Question de Yannick. Ah, ça laisse un blanc là. Non, mais normalement, Monsieur Calvet-Chambon. normalement, au même change qu'il s'est créé, c'est-à-dire, dans mon cas, ce serait 163,6 pesettes. Évidemment, probablement, le lendemain, le gouvernement serait obligé, les divers gouvernements, chacun l'autre serait obligé de dévaluer, ce qui ferait monter la dette qu'ils ont à des coûts insupportables, appauvrirait tout le monde. Alors, mais sinon, légalement, etc., 1 euro, c'est déjà défini comme valant tel. Après, paf, vous retombez sur le drachme et vous dites, oui, mais maintenant, moi, le drachme, je le dévalue 130% pour maintenir. De toute façon, si j'avais l'occasion, je voudrais revenir, parce que pour une fois, j'étais tout à fait d'accord avec Monsieur Monod, et je voudrais revenir sur la question d'avant, mais je veux pas conditionner le programme. Je vous en prie, Maddy Delvaux. Non, mais je suis d'accord avec Monsieur Calvet-Chambon. On sait légalement quelle est la valeur, mais on ne sait pas le jour où chacun retourne à sa monnaie nationale, ce qui va se passer sur le marché. Et je suis sûr que beaucoup seront dévalués, peut-être que certains seront augmentés. Mais ça, c'est... Si vous dévaluez, les autres se revaluent. Oui, ça, voilà, donc il y aura des gagnants et des perdants. Il y a une étude du FMI qui est sortie l'été dernier qui dit que par rapport l'euro par rapport à la France est surévalué de 6% et par rapport à l'Allemagne est sous-évalué de 15%. Donc ça fait un écart d'environ 20% et on voit bien entendu, si vous voulez, qu'à un moment donné, il faut que les pays qui doivent se libérer fassent peut-être pas une dévaluation, mais au moins une dépréciation de leur monnaie naturelle. Et c'est ce que font d'ailleurs toutes les grandes puissances économiques c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont en tête du monde. Pourquoi? Parce qu'ils font de la dévaluation compétitive et le dollar en tête. Voilà. C'est pour ça que ce sont effectivement qui gagnent la guerre économique grâce à leur monnaie. David nous appelle de Toulouse au standard 01 45 24 7000. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Donc moi j'appelais par rapport au prix de la baguette, ça me fait toujours rigoler quand je l'entends. J'ai acheté un véhicule d'occasion il y a 2-3 ans et dans la portière j'ai retrouvé un vieux ticket de caisse qui datait de 98 ou 99, un ticket de supermarché donc, et la baguette de campagne elle était à 5 francs 50. Et c'est-à-dire ça fait en gros 90 centimes d'euros et c'est le prix qu'elle vaut aujourd'hui toujours en supermarché, la baguette de campagne, elle vaut 90 centimes d'euros. Donc le prix n'a pas bougé. Et la baguette de base, elle vaut dans les 40 centimes et ça fait 2 francs et quelques. Voilà. Donc en fait, le prix du pain, il n'a pas bougé en supermarché. Donc je doute que dans les boulangeries, il ait beaucoup bougé aussi, quoi. Alors Bernard Monod vous répond, Stéphane. En francs courants ou en francs constants? Oui. Le ticket. Bien, David. 5 francs 50. Oui, en courant. En francs courants. Voilà, c'était les francs de l'époque, voilà. Voilà, mais qui ne tiennent pas compte de l'inflation, donc. Oui, mais une baguette d'aujourd'hui, il y a eu de l'inflation depuis. Une baguette en supermarché aujourd'hui, elle vaut 90 centimes d'euros. Ouais, très bien. Et vos salaires, alors? Est-ce qu'ils ont augmenté dans la même Il a suivi l'inflation, donc finalement, la baguette de pain, elle a baissé en supermarché. Si on tient compte de l'inflation, le pain est moins cher aujourd'hui qu'en 99. Maddy Delvaux. Effectivement. Pour répondre à David de Toulouse. Non, mais je pense que ce n'est pas une question, c'est une constatation. Il constate que le prix en supermarché n'a pas augmenté à cause de l'euro, ce qui contredit carrément les déclarations de M. Monod du début. Je ne sais pas où monsieur achète son pain, mais enfin moi quand je l'ai acheté, il était à 2,80 francs en 2001. Écoutez, voilà. Bernard Monod, c'est quand même un exemple de David d'appel de Toulouse. Bon, Toulouse, c'est quand même pas un endroit, a priori, c'est pas un endroit très perdu en Europe ni en France, donc c'est quand même quelque chose de très concret. Donc c'est quand même un exemple très frappant que finalement, vous parliez tout à l'heure de 700% d'augmentation, là visiblement, il n'y a pas une augmentation de 700%. Si, avec l'inflation monétaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les prix de l'immobilier et les prix des placements financiers, c'est la réalité, c'est 600 à 700%. Donc, baguette de pain en 2000, en francs, c'était 2,60. Alors je ne sais pas où monsieur va acheter son pain, mais bon. Là, il achète à Toulouse. Apparemment, il se fait arnaquer. Il achète à Toulouse, en tout cas. Monsieur Calvet-Chambon. Dire deux choses. La première, quand on dit oui, mais maintenant, on est tous dans la dette, c'est horrible, etc., il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, nous sommes en train de reprendre
plus ou moins les chiffres que nous avions en 2008. Je dis en Europe, hein, mais par exemple en Espagne, c'est aussi le cas. Mais de 2002 à 2008, nous avions aussi l'euro. Et nous sommes arrivés au plus gros niveau de prospérité dans la civilisation européenne. Hein. Et deuxièmement, Monsieur Monod a soulevé le véritable point où nous sommes en désaccord, ou l'autre, celui des nations aussi, qui est important, mais je ne vais pas revenir. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut convertir la gouvernance européenne de l'euro en une gouvernance centralisée de type national. Maintenant, vous savez combien d'années on a tardé à avoir une banque centrale en Europe, aux États-Unis? La Banque centrale des États-Unis a tardé à se créer 137 ans. Donc, on a encore le temps de faire marcher l'euro. Mais la deuxième chose, c'est on croit, oui ou non, aux dévaluations. Et beaucoup, nous croyons que ce n'était pas mieux quand on dévaluait. En Espagne, on était des fans à dévaluation. On faisait ça tous les 3 ans. Ça finit par retomber sur le peuple. Tout s'enchérit, c'est le serrage de ceinture, etc. Donc, je ne crois pas au système d'évaluation beggar my neighbor continuer. Je ne crois pas que ce soit mieux que d'avoir une monnaie unique. Maintenant, ça, c'est peut-être une opinion. Il faut faire la dévaluation des salaires, le chômage galopant. Ça, vous êtes d'accord, ça? Le chômage galopant en Espagne, c'est une structure. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord sur le chômage galopant, mais je ne connais pas de grande crise économique internationale, ni aux États-Unis. Mais c'était avant. Arrêtez de vous abriter derrière la crise de 2008. C'était avant. Alors, à propos de la crise de 2008, question d'un auditeur sur Internet très concrète là aussi. Si on n'avait pas eu l'euro en 2008, qu'est-ce qu'il se serait passé? Est-ce qu'on serait rentré dans des politiques effectivement de dévaluation compétitive au détriment de chaque pays européen, oui ou non? Certainement, je pense que ça aurait été la réponse. Et difficile d'ailleurs de développer un scénario sur ce qui se serait passé si on n'avait pas eu l'euro, puisque chaque pays aurait été dans une situation différente. Mais je suis sûr qu'on aurait dévalué. Et d'ailleurs, je suis aussi sûr qu'avec une crise, on aurait eu une augmentation du chômage, une diminution du pouvoir d'achat et un problème de financer les budgets des États membres. Donc l'absence d'euro n'aurait pas changé les difficultés que nous avons. Au contraire, je pense même qu'elle les aurait augmentées. 2008, Bernard Monod, s'il n'y avait pas eu l'euro, qu'est-ce qui se serait passé? On se serait bien mieux sorti parce que déjà on aurait pu avoir une variable d'ajustement que nous n'avons pas à cause de la fixation de la parité dans les 19 pays de la zone euro. Aujourd'hui, nous subissons la germanisation de l'économie européenne avec les 18 pays qui subissent la suprématie de l'économie allemande, et donc c'est insupportable. En même pour temps, ça que nous voulons rompre allemande, ce régime de change fixe à l'intérieur de la zone euro, et nous avons des solutions que nous proposons, c'est l'euro-monnaie commune. L'économie allemande est prospère, et grâce à l'euro, on peut le dire aussi, non? Oui, bien sûr, mais sur le dos de tous ces autres partenaires qui ont des déficits de la balance commerciale, en particulier la France, mais aussi le Royaume-Uni. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'ils aient décidé d'en sortir pour justement, Madame Theresa May l'a jamais été dans l'euro, on le précise quand même, ils n'ont jamais été dans l'euro. Sur le marché unique, les excédents de change de l'Allemagne se font aussi sur tous ses partenaires, y compris de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni. C'est bien pour ça que Madame Theresa May aujourd'hui a annoncé la sortie du marché unique. Au standard, Stéphane nous appelle. Vous êtes dans le Gers. Bonsoir Stéphane, on vous écoute. Oui, bonsoir. Très intéressante votre émission ce soir. Parce qu'en fait, autant je pouvais être d'accord avec certains interlocuteurs, autant ils se contredisent par d'autres. Très intéressant parce que finalement, j'entends pour l'économie allemande, je trouve qu'aujourd'hui ils s'en sortent remarquablement en faisant preuve aussi d'accueil par rapport aux immigrés. Et pourtant, c'est difficile pour eux aussi. Ils avaient un Deutschmark qui était très fort. Ils ont dû prendre une décision face à l'euro. Autant je pense également que nous, Français, nous avons perdu en pouvoir d'achat par rapport à l'euro, parce qu'effectivement, une baguette à 5 francs 40, même il y a 10 ans ou 15 ans, qu'elle soit campagnarde ou pas, c'était quand même très cher. Aujourd'hui, ma question n'est pas là. Ma question, elle est relative à l'Europe. Nous avons voté contre une Europe, mais je pense que nous avons voté contre parce que nous souhaitons une Europe sociale avant tout. Il y a des intérêts qui nous dépassent, nous, citoyens, quels que soient les pays d'Europe.
Et c'est une Europe de l'économie, une économie mondialiste. Donc aujourd'hui, je pose la question, pourquoi n'a-t-on pas favorisé un euro de l'économie mondialiste et pourquoi n'avons pas, nous, privilégié par pays un euro franc ou un euro Deutschmark pour privilégier des échanges nationaux? Telle est ma question. Merci Stéphane, vous nous appeliez, vous étiez dans le Gers. Monsieur Calvé-Chambon vous répond. Difficilement, parce que j'avoue ne pas avoir très bien compris ce qu'il appelle un euro franc, un euro Deutschmark etc. Ce que prétendaient ceux qui ont lancé l'euro, c'était certainement toute une série d'avantages économiques d'avoir une monnaie unique, mais aussi dans une idée d'intégration et d'union d'Europe. C'est là où nous revenons aux nations. En effet, il s'agit de voir ce que nous voulons être à l'avenir. Le monde est en train, ou c'est déjà continentalisé, c'est-à-dire il dépend, il est réglé, il est régi, et sinon on sera soumis par des pays qui ont un très vaste marché intérieur, une grande population, une énorme capacité de résistance et de résilience, et en plus de ça, des armées puissantes, etc. Alors l'Europe doit décider si elle veut se continentaliser, et ça va être mieux pour le bonheur et pour la prospérité de ses habitants, ce que je crois, ou si elle va jouer à être une espèce d'Amérique centrale, c'est-à-dire de petits pays qui s'amusent à se bouffer le nez entre eux. L'euro voulait aller dans la direction de nos pères aussi fondateurs, aller de la première idée. L'Allemagne, elle est puissante non pas grâce à l'euro, l'Allemagne, elle est puissante grâce à un tissu industriel que les autres nous n'avons pas su faire, et grâce à des lois sociales et un marché du travail de M. Schröder d'ailleurs, qui a su s'adapter au nouveau temps. Et nous n'avons pas su. Quand je dis nous, je parle de l'Espagne, parce que je ne veux pas me mettre de... Mais enfin, nous, les Européens, en général aussi, je peux le dire. C'est ça qui fait puissant. Alors, l'euro, en tant qu'étant un terrain de jeu commun, devrait faciliter la mobilité, les apprentissages. Laissons-lui un petit peu le temps, surtout quand il a eu à voir avec une crise de celle qui se donne tous les 3 siècles. Laissons-lui un peu le temps, ne lui conçons pas le rat. Ou nous revenons aux petits royaumes qui se disputent entre eux, qui essayent d'appauvrir le voisin en faisant des frontières, en faisant des dévaluations. Ça, c'est le fond de la question, si vous voulez. Après, il y a beaucoup de techniques là-dessus. Bernard Monod. Oui, moi ce que je constate, sur 200 pays dans le monde, il n'y a que 19 pays qui ont une zone monétaire unique. On en voit le résultat 15 ans après. Les citoyens le jugent eux-mêmes par leur travail, leur baisse de salaire, l'explosion du chômage, etc. Et vous avez 180 autres pays dans le monde qui vivent plus ou moins bien, mais en tout cas qui sont libres, qui sont indépendants et qui déterminent leur destinée. Voilà la réalité. Ce que nous proposons, c'est exactement ce qu'évoquait Stéphane, c'est effectivement de rentrer dans un euro-monnaie commune, sortir de cette euro-monnaie unique, d'avoir des devises nationales dans une zone européenne avec un euro-monnaie commune et pouvoir ajuster les évolutions de l'économie, défendre les emplois, ce qui n'est plus possible aujourd'hui depuis qu'on est dans la zone euro. D'autre part, je fais remarquer à vos auditeurs qu'il y a un péril qui va tomber sur le coin des citoyens, c'est le risque d'euthanasie de l'épargne, des dépôts, y compris de l'assurance vie en plus en France, qui va frapper lorsqu'il y aura une prochaine crise, un prochain risque systémique qui devrait tôt ou tard arriver. Et tout le dispositif légal est en place avec l'union bancaire, avec la loi Sapin 2 en France, qui iront prélever et spolier les citoyens, les déposants et les clients dans les banques. Voilà. Mehdi Delvaux. Oui, non, mais je dis que s'il y a un problème avec les fonds de pension et l'épargne, c'est parce que il n'y a pas d'inflation, donc il y a la déflation, donc forcément il faut regarder quelle est la valeur de l'argent. Mais là où je rejoins notre correspondant, c'est quand il pose la question de l'Europe sociale. Ce que moi je peux reprocher aux politiques qui sont menées, c'est que la politique sociale est négligée, qu'on regarde les critères financiers, les critères d'endettement, mais que est-ce que les pays de la zone euro n'ont pas assez surveillé les banques, l'endettement des ménages, l'endettement des entreprises, l'endettement bancaire aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quand même le gros problème effectivement de la zone euro? On peut dire qu'il y a eu un manque de surveillance, mais ce qu'il y a eu certainement, c'est la volonté
volonté des États membres de ne pas donner de compétences à l'Union européenne en matière de politique sociale. Alors il ne faut pas se plaindre, chaque pays doit ajuster lui-même et gérer son système social et il n'y a aucune compétence. Aucune compétence. Et donc, dans le pacte de stabilité, ce qu'on regarde, ce sont les critères financiers. Et on ne regarde pas du tout quel est l'état social, quel est le degré de pauvreté, quel est le degré de chômage. Et ce que nous demandons, c'est que justement, dans les critères, on ne regarde pas seulement les critères financiers, mais aussi des critères sociaux pour justement donner une possibilité aux États de faire une politique sociale qui vaut la peine d'être défendue. Monsieur Calvé-Chambon. Il y a aussi un manque, comme vous dites, dans le social, au niveau européen. Et ensuite, moi j'insiste, l'euro est à mi-construire. On a commis des bévues et des bavures. Il n'y a pas non plus, et je suis tout à fait d'accord, une unité monétaire ou un marché unique sans une certaine unité, une union politique qui est encore trop précaire en Europe. Il faut prendre des décisions de gouvernance en voyant la totalité. Et donc aussi, je crois, il y a eu des choses. On arrive en retard, même maintenant avec le traitement de l'assurance des dépôts. L'Allemagne traîne les pieds, elle a tort. C'est absolument nécessaire pour aller créer. Donc ça, c'est vrai. Oui, mais c'est une réalité. Et ils le feront jamais. Oui, non, mais il y a un manque de volonté de mettre en commun des politiques. Ce sont les États membres qui bloquent et chacun regarde son petit pré carré sans regarder l'ensemble. Et c'est ça qui rend l'euro imparfait et l'Union européenne. Qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui concrètement? Il manque, du point de vue financier, il manque certainement de couper le lien entre l'endettement d'un État et le risque financier de son secteur. Il manque un fiscal backstop, donc une garantie pour s'il y a une crise, il y ait des moyens pour justement contrecarrer, et il manque toute la dimension sociale. Ça sera le dernier mot de cette émission, ici en direct du Parlement européen. Merci pour la réalisation à Paris de Éric Lenné, assisté d'Amélie Stadelman. Et merci aussi ici à toute l'équipe technique en direct du Parlement européen à Strasbourg. Européen à Strasbourg. Européen à Strasbourg. Européen à Strasbourg. Européen